Alors, je remercie Madame de Boire de m'avoir invitée pour cette conférence autour du thème des munes. Quand j'étais plus jeune, j'ai participé aussi à des munes. J'ai eu la chance d'être aux munes de New York quand j'étais étudiante. Et je sais à quel point c'est une superbe expérience. Donc je suis contente à mon tour si je peux participer, à éclairer quelques enjeux. Et je vais essayer de tout faire tenir en moins d'1 heure pour qu'on ait le temps d'échanger ensuite dans les questions. Donc, effectivement, cette présentation, elle est appuyée sur mes travaux de recherche, mes travaux de terrain, et je l'ai tournée pour qu'elle puisse répondre au maximum aux questions qui vous intéressent, quand vous incarnerez ensuite vos rôles. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de la nommer « Faut-il sanctuariser l'Arctique ?» Et comme accroche, j'ai choisi cette image qui est tirée de la série Borgen, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une série danoise, dont la 4e et dernière saison pour l'instant a été diffusée sur Netflix en 2022, sur Arte je crois en 2023. Et c'est assez intéressant parce qu'on y voit la première ministre danoise qui fait face dans cette 4e série à un dilemme, qui est en fait le dilemme qui va vous occuper lors de ce MUN, je pense, qui est la question de la balance à trouver entre la protection de l'environnement et tout simplement le développement des sociétés. Donc cette série, elle se passe pour part au Groenland. Donc le Groenland, c'est un territoire, une ancienne colonie du Danemark, qui est depuis 2009 un territoire autonome. Alors ce n'est pas un État indépendant, mais c'est un territoire qui a acquis un certain nombre d'autonomie dans certaines de ses prérogatives. Donc il y a un Premier ministre groenlandais. Et en ce moment même, au Groenland, il y a des débats politiques qui font face sur l'indépendance, puisqu'il faut savoir que le Groenland est un territoire qui vit pour 20% de son PIB. 20% du PIB du Groenland, c'est ce qu'on appelle les subsides du Royaume du Danemark. C'est-à-dire qu'une grande partie de la richesse du Groenland n'est pas tirée de son économie, de ses richesses, mais bien de l'argent qui est envoyé par son ancienne colonie à Copenhague. Donc se pose un véritable enjeu pour les Groenlandais qui sont des fervents défenseurs de l'indépendance de leur pays. C'est le jour où on devient indépendant, comment est-ce qu'on fait pour remplacer cet argent qui nous vient pour l'instant directement de Copenhague. Et se pose alors la question, aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt de la série que je vous recommande, de savoir si les ressources du sol, notamment les mines, on sait qu'au Groenland, il y a des mines d'uranium, des mines de tout un tas de métaux rares, des mines de terres rares convoitées par la Chine, entre autres, mais aussi les hydrocarbures, comme le gaz et le pétrole. Est-ce que ces hydrocarbures-là, est-ce que ces richesses du sol seraient la voie pour l'indépendance? Donc aujourd'hui, et c'est ce qui est mis en scène dans cette saison 4 de la série Borgen, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des concessions à la protection de l'environnement pour pouvoir accéder à des objectifs politiques, y compris dans une longue histoire de colonisation et de dépendance par rapport à Copenhague et à l'État danois? Tout ça pour vous dire, peut-être commencer à vous dire que tout est peut-être plus compliqué que ce à quoi on pourrait penser. C'est pour ça que j'ai besoin d'une petite heure, et ça ne sera pas assez, pour faire le tour de ce sujet. Comment est-ce qu'on peut sanctuariser l'Arctique et faut-il sanctuariser l'Arctique? Je vous propose une présentation en 4 étapes, les 3 premières étant plus rapides, et ensuite la 4e, ça sera vraiment le cœur du débat. Je vais faire un rapide tour de l'Arctique face aux changements environnementaux, même si je pense que vous avez peut-être une idée. Ensuite, la question, le fameux antagonisme en géographie entre les risques et les ressources de ces territoires et de ces mers. Là, des questions davantage géopolitiques, dans une dichotomie nord-sud, et peut-être pas le nord et le sud dont vous avez l'habitude en géographie, mais là, bien des territoires arctiques au nord de la planète par rapport aux autres pays du monde et aux capitales nationales qui sont bien situées plutôt dans le sud. Et enfin, je vais vous donner, avec quelques cas d'études concrets, des pistes pour que vous pourrez tirer quand vous incarnerez vos personnages de l'ONU sur ce dilemme-là, sanctuariser la nature ou protéger l'environnement des sociétés. Alors, tout d'abord, des rappels qui me semblent nécessaires. C'est la question de l'Arctique face aux changements globaux, même si je pense que vous en avez une idée, parce que vous faites un peu ça maintenant au programme de seconde, je crois. Très rapidement, 3 différences entre les 2 pôles. Le continent antarctique, on va commencer à pointe, comme ça, ouais, bref, ici, et l'Arctique. 3 différences fondamentales. La première, c'est que l'Antarctique, vous le voyez, c'est un continent entouré d'océans. L'Arctique, à l'inverse,
C'est un océan, le 5e océan du monde, entouré de continents. De 3 continents, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe. Deuxième grande différence, c'est que l'Antarctique, c'est un continent inhabité. Il n'y a jamais eu d'habitants permanents en Antarctique. Aujourd'hui, certes, il y a des habitants, mais qui sont des habitants temporaires, essentiellement des scientifiques. De plus en plus de touristes, il n'y a jamais eu d'habitants permanents en Antarctique. C'est tout l'inverse en Arctique. Si on prend la définition la plus commune de l'Arctique et l'ensemble des territoires au nord du cercle polaire, on compte environ 4 millions de personnes qui habitent en Arctique. Et de là découle la troisième différence fondamentale, d'autant plus qu'on est ici surtout en géopolitique, c'est qui dit géopolitique, dit habitant, dit question véritablement politique. Et l'Antarctique est un continent protégé, on pourrait dire, par un statut absolument unique en relations internationales, depuis le traité de l'Antarctique en 1959. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques qui m'intéressent assez peu, et vous aussi, j'imagine. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1959, l'Antarctique est protégée par ce traité. De fait, il n'y a plus personne ne peut revendiquer des territoires en Antarctique. Le traité de l'Antarctique gèle toute velléité de nouvelle souveraineté en Antarctique. Et ce traité a ensuite été complété par le protocole de Madrid en 1992. Le protocole de Madrid fait, selon la formule très célèbre de l'Antarctique, un continent dédié à la paix et à la science. Depuis les années 90 en Antarctique, il est absolument interdit d'exploiter des ressources à des fins autres que scientifiques. Donc l'Antarctique, pour aller vite, c'est un continent sous cloche. On ne peut pas exploiter des ressources pour d'autres fins que des fins scientifiques, et c'est un continent avant tout dédié à la paix et à la science. La situation est tout autre en Arctique, puisque si je reprends ma fameuse définition des territoires au nord du cercle polaire, vous avez 8 États qui sont souverains en Arctique, qui ont des territoires en Arctique. D'accord ? Il s'agit, vous voyez ici, le Groenland, qui est un territoire du Danemark, donc le Danemark, le Canada, les États-Unis, depuis le 19e siècle, depuis que les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie, géant arctique, et ensuite Norvège, Suède, Finlande, Islande. Ça fait 8 États. Ce que vous voyez aussi sur cette image, c'est ici la banquise arctique. Et on va en reparler tout de suite. Cette banquise, elle existe, mais elle connaît des variations interannuelles. C'est-à-dire que tous les étés, elle se rétracte, tous les hivers, elle s'étend. Je vous ai tracé une très rapide différence des territoires arctiques et antarctiques, mais au sein même des territoires arctiques, s'il y a de fortes contraintes qui sont liées au froid, à la nuit polaire, à l'isolement, à la glace, bien sûr, à ce que vous voyez à Iqaluit, c'est la banquise, et on est en juin, je crois. La distance par rapport au capitaine, là vous voyez Iqaluit, je vous remonte, on est quand même ici, hein, Ottawa c'est là. Donc tous ces territoires arctiques, dans leur diversité, ils ont un certain nombre de contraintes communes. D'accord ? Habiter en Arctique, ça a des ressemblances selon qu'on soit à Iqaluit, la capitale du Nunavut de 7000 habitants, ou selon qu'on soit à Tromsø, qui est la 4e plus grande ville de Norvège, une ville d'environ 70 000 habitants. En revanche, tous ces territoires, ils connaissent aussi des grandes différences, ne serait-ce que dans les modes d'habiter. D'accord ? Si vous habitez à Iqaluit, vous habitez dans une maison sur pilotis, parce que votre maison, elle est construite sur le pergélisol, le permafrost, c'est-à-dire la couche du sol qui est gelée. Si vous habitez à Tromsø, vous pouvez aller à l'université, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au Burger King. Vous avez une ville qui ressemble à beaucoup d'autres villes, dans d'autres villes du monde entier. D'accord ? Ça, c'est 2 photos de terrain que j'ai prises pour vous montrer aussi la diversité de ces modes d'habiter. Cette diversité, elle est due à 2 principales raisons. Une raison, on pourrait penser impondérable, qui est une raison géographique, c'est-à-dire que l'Europe est bercée par un courant chaud, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Gulf Stream. C'est un courant chaud du Golfe du Mexique et qui remonte toute la côte de l'Europe et qui explique ce que j'ai montré juste précédemment. Le
fait que toute cette partie-là, jusqu'à la moitié à peu près de la Russie, soit libre de glace toute l'année. C'est grâce au Gulf Stream, vous en avez peut-être entendu parler, que Bordeaux et Montréal ont beau être à la même latitude, il ne fait pas vraiment la même température en décembre, à Bordeaux et à Montréal. D'accord ? Ça, c'est la première raison géographique. Mais je pense que beaucoup de vos profs d'histoire géo vous ont expliqué qu'on ne peut pas être déterministe. Il y a d'autres raisons. Et l'autre raison qui explique cette différence que j'essaie de vous expliquer entre l'Arctique européen et l'Arctique américain, ce sont également des raisons politiques. C'est-à-dire que dans toutes les villes de l'Arctique européen et russe, il y a eu beaucoup plus de mise en valeur, beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'argent investi depuis très longtemps que dans les villes de l'Arctique américain. Ça a des conséquences sur tout ce que je vais vous dire après, sur l'économie de ces pays et aussi la vie des populations. Ces ensembles de territoires arctiques, ils partagent, encore une fois, quelques constantes. Je vous l'ai dit, 4 millions d'habitants pour tous ces territoires, pour 13 millions de kilomètres carrés, ça fait quand même des espaces aux très 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 faible densité. D'accord ? Pour vous dresser un tableau un peu de où habitent les habitants de l'Arctique, que vous avez incarné, ils habitent essentiellement en Europe et en Russie. Vous voyez ici avec des cercles proportionnels, plus le cercle est important, plus la population est grande. Vous voyez ici Tromsø, que je vous ai montré tout à l'heure, ou encore Mourmansk, qui est la plus grande ville d'Arctique avec 300 000 habitants. Au contraire, les territoires du Groenland, du Nunavut, d'Islande sont très peu peuplés. En revanche, vous avez une deuxième information sur cette carte, avec le dégradé de couleur. Plus la couleur est foncée, plus la part de population qu'on dit autochtone est importante. Les populations autochtones, ce sont tout simplement des populations qui étaient présentes avant le processus de colonisation européenne. Et tous les territoires de l'Arctique ont des populations autochtones, sauf l'Islande. Donc vous voyez, en Europe, en Russie, dans les villes arctiques, le taux de population autochtone est relativement faible. Au contraire, il est très important au Groenland, où le peuple inuit représente 98% de la population groenlandaise à peu près, et très important également en Amérique et notamment au Canada. Ces populations autochtones, on estime, selon les statistiques, parce qu'il s'agit d'autodéclaration, donc ça dépend, qu'elles représentent à peu près 10 à 15, parfois jusqu'à 20% des habitants de l'Arctique. Donc ça, c'est une mise en garde, encore une fois. Si lors de votre mine, vous représentez, je ne sais pas, les Inuits qui vivent à cheval entre Groenland, Canada, États-Unis, un peu de Russie, ou si vous représentez les Samis, qui sont le dernier peuple, le seul peuple autochtone d'Europe du Nord, vous ne représentez pas pour autant toutes les populations de ces territoires. D'accord ? Et encore une fois, là je vais parler de manière très générale parce que j'ai peu de temps des populations autochtones, mais certaines ont aujourd'hui des modes de vie extrêmement encore traditionnels, c'est notamment le cas en Russie, quand d'autres sont absolument intégrés au reste de la population et exercent les mêmes emplois que tout le monde, encore une fois, travaillent au Burger King, vont au cinéma comme tout le monde. Au nord notamment de l'Europe, c'est notamment le cas des populations samis qui sont le plus intégrées, le plus développées au sein de leur propre pays. Ça dépend un peu des histoires coloniales que je ne vais pas développer maintenant. Enfin, dernière information pour dresser un tableau environnemental de ces populations face au changement climatique. Évidemment, le changement climatique en Arctique, les changements climatiques se traduisent de multiples manières. Ici, je vais m'intéresser à une seule conséquence, mais en réalité, il y en a beaucoup. C'est essentiellement la fonte de la banquise. Ces territoires, ils sont particulièrement vulnérables face au changement climatique, c'est-à-dire que c'est au pôle, en Arctique et en Antarctique, que les conséquences du réchauffement climatique se font le plus sentir. C'est ce que disent, ce que répètent tous les 2 ans tous les rapports du GIEC. On estime que l'Arctique se réchauffe à peu près 3 fois plus vite que le reste de la planète, selon le dernier rapport du GIEC. En pratique, une des conséquences, parmi d'autres, c'est la rétractation de la surface de la banquise. C'est-à-dire que cette banquise, elle perd à peu près 10% de sa surface tous les ans. Dans le rapport de 2020 du GIEC, les scientifiques donc, du groupe international d'experts sur le climat, qui fait autorité en la matière, estiment que en 2050, donc de votre vivant, du mien je l'espère, il n'y aura plus de banquise estivale en Arctique.
la banquise d'hiver devrait continuer à se reformer, mais on estime que pendant l'été arctique, l'été polaire, il n'y aura plus de banquise estivale. Et cette banquise hivernale, en revanche, elle devrait continuer à se reformer encore tous les ans. On ne sait pas encore pendant combien de temps, les avis scientifiques divergent encore. Je vous dis tout ça parce qu'évidemment, ça a des conséquences sur la suite. Mais d'abord, je voulais vous montrer une image satellite de la NASA. Vous pouvez la retrouver très facilement sur le site de la NASA. Tous les ans, au mois de septembre, qui est en plein cœur de l'été arctique, il y a des images qui sont faites de la banquise. Je me permets juste de rappeler ce que j'ai déjà dit. Vous voyez que le Canada est largement encore englacé, même au cœur de l'été. Quant à l'Europe, là au contraire, en septembre, en Norvège, vous vous baladez dehors en t-shirt. Et encore une fois, il n'y a pas de banquise. Il n'y a pas de banquise jusqu'au milieu à peu près de la Russie. Bref, là vous voyez la banquise d'été, donc en septembre 1980. Et ça, c'est la banquise cette année. Je vous montre juste. Donc vous voyez que non seulement la surface de la banquise rétrécit, mais que son épaisseur aussi diminue de plus en plus. Voilà. Alors, de là découle ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire de cette fameuse célèbre dichotomie géographique de la question du risque et de la ressource. C'est-à-dire, en tant que scientifique, on n'est pas là pour donner des jugements. Vous, par contre, j'imagine que vous allez vous attacher, très émotif dans vos speeches de Mune, mais en fait, tout peut être risque et ressources. Et on va voir que ces conséquences environnementales, pour les habitants de l'Arctique, à différents niveaux, ce sont à la fois des risques et des ressources. Là, encore une fois, j'ai très peu de temps, on en reparlera aux questions, je vous donnerai même des ressources en ligne si vous en avez besoin. Mais je voulais faire un petit point, justement, de la question des ressources de l'Arctique, dont il sera certainement question dans vos préparations, de manière très rapide. Je ne vais pas pouvoir m'étendre sur toutes les ressources, donc je vais faire deux petits points, un sur les hydrocarbures et un sur les routes, qui sont les deux ressources dont on parle le plus, du moins dans les médias. La première question, c'est celle des hydrocarbures. En fait, tout est parti d'un grand emballement médiatique en 2008. Parce qu'en 2008, le département d'État américain pour la géologie, l'USGS, a publié une étude dont est issue cette carte. Et en 2008, cette étude américaine, qui fait 4 pages, que vous retrouvez facilement en ligne, disait que 10% du pétrole et 30% du gaz à découvrir se trouvent en Arctique. Et à partir de là, si vous cherchez dans les archives de l'Internet, vous verrez une sorte d'emballement médiatique pour l'Arctique, qui date de cette année 2008. À partir du moment où ça a été publié, 10% du pétrole et 30% du gaz à découvrir sur la planète proviendraient des territoires arctiques. Surtout en Russie, en Sibérie, en Europe, en Norvège, et essentiellement aussi du gaz, du pétrole au Canada et un petit peu en Alaska. Tout d'abord, ça c'est pas une découverte pour tout le monde, c'est-à-dire c'est peut-être une découverte pour les gens qui sont comme nous en dehors de l'Arctique, qui ont la presse régulièrement. Mais ces ressources de l'Arctique, elles sont utilisées, exploitées, même les hydrocarbures, depuis plus de 100 ans. Ça date à peu près des années 1920 au Canada, 1920 en Russie, et la Norvège, qui, vous le savez peut-être, fait parfois état de paradis écolo. Toute la richesse de la Norvège, qui est aujourd'hui un des pays les plus riches du monde, repose sur l'exploitation du gaz. C'est pour ça que le monde entier envie le modèle social norvégien, mais il faut savoir qu'il est fondé sur l'exploitation d'une ressource complètement propre qui s'appelle le gaz. Bref, 2008, cette étude fait l'effet d'une bombe, même si, et ça je tiens à le dire, ça a été largement réévalué ensuite. D'accord ? Donc, si j'ai un message à vous faire passer, c'est il y a du gaz et du pétrole en Arctique, c'est certain. Mais tout d'abord, ça ne date pas d'hier. Nous, peut-être qu'on l'a découvert. Mais pour les habitants de l'Arctique, ça ne date pas d'hier. Et deuxièmement, on en a énormément parlé, aussi d'après moi, parce que l'Arctique s'est associé à un certain nombre d'imaginaires, de terres vierges, de terres préservées. Mais dans les faits, cet emballement médiatique, il est vite retombé. Pourquoi ? Parce que déjà, d'autres études ont ensuite montré que réfléchir aux réserves qui restent à découvrir, c'est un petit peu incertain. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ça? Ensuite, ces contraintes liées au territoire arctique, elles existent. Les technologies ont beau évoluer et se perfectionner. Il reste, parfois c'est des territoires où le sol est gelé, où il fait -50, où il fait nuit la moitié de l'année,
où ça coûte très très cher de payer des ouvriers, où ça coûte très très cher ensuite d'acheminer vers les centres de consommation des énergies, etc. Enfin, paradoxalement, les conséquences du changement climatique, comme la fonte de ce fameux sol gelé, provoquent aussi la destruction des infrastructures. Aujourd'hui, en Arctique, vous avez des villages entiers qui s'effondrent parce que, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré sur la photo d'Iraluit, ils sont créés, les hôpitaux, les routes sont surpilotées. Donc si le sol s'effondre, ces infrastructures s'effondrent. Paradoxalement, le changement climatique, c'est aussi des risques pour les entreprises de gaz et de pétrole. Enfin, des raisons économiques, qui sont la dépendance aux cours mondiaux, et je vous parle même pas, évidemment, des risques environnementaux. L'ancien PDG de l'entreprise française Total, vous connaissez certainement, avait promis de son vivant, avant de mourir en Sibérie d'ailleurs, avait promis de son vivant que jamais il n'irait forer du pétrole en Arctique. Il disait que ça lui coûterait trop cher en termes d'image environnementale si une catastrophe se passait. Encore une fois, ça frappe trop les esprits. Ça frapperait trop les esprits, une catastrophe pétrolière dans ces territoires immaculés. Deuxième ressource dont on va parler, dont on va parler. Je ne sais pas s'il y aura des acteurs asiatiques communs, mais ça serait intéressant. Je ne sais pas s'il y a Singapour ou le Japon. Bref. Parce que le deuxième grand enjeu dont on parle beaucoup, c'est celui des routes maritimes. Si vous regardez une carte, si vous regardez un planisphère, ou encore mieux un globe, vous verrez les routes traditionnelles, que vous connaissez bien, du commerce international, qui entre l'Europe et l'Amérique passe par le canal de Panama, qui entre l'Europe et l'Asie passe par le canal de Suez. Bon. Maintenant, encore une fois, si sur votre globe, vous regardez les routes qui passent par l'Arctique, vous voyez un gain de distance, de kilomètres, qui va de 20 à 40%. Donc, les routes maritimes de l'Arctique, si on allait vite, feraient gagner 20 à 40% de kilomètres. Mais encore une fois, en bon géopoliticien que vous êtes, en bon géographe, vous savez que la distance kilométrique, c'est pas la distance temps, c'est pas la distance coût. D'accord? Si la vendredi soir vous êtes en Batoubé, que vous voulez aller voir un copain Ivange, bon, sur le papier, si vous ne connaissez pas encore Tana, vous dites ça va, 2 kilomètres. Bon, ça c'est la distance kilométrique. La distance temps, c'est 1 heure dans les bouchons. D'accord? C'est exactement la même chose. En géographie, en Arctique, vous avez la distance kilométrique, 20-40% de kilomètres économisés, et il y a la distance temps. Je vous rappelle toutes les contraintes qui, en dépit des conséquences du changement climatique, ne sont pas prêtes de disparaître. Il y a aussi la distance coût. Imaginez-vous, vous êtes armateur, c'est-à-dire que vous assurez, vous êtes assureur, vous êtes armateur, vous travaillez pour ces compagnies de trafic international. Ça représente des coûts énormes. Tout simplement parce que je vous rappelle que le Canada, pour l'instant, c'est un désert de glace. Il n'y a aucun port en eau profonde au Canada. Donc c'est pas demain qu'il y aura une autoroute internationale comme Suez ou Panama. En Russie, il y a beaucoup plus de ports, mais ce sont souvent des ports vieillissants. Et puis la Russie veut appliquer des taxes avec des coûts plus ou moins prohibitifs. Et puis il faut des équipages très formés, donc plus chers. Et puis il faut des bateaux plus chers, avec des brise-glaces. Et puis il faut des escortes de brise-glaces. Et puis, etc. Bref, pour parler de cette deuxième ressource, en Arctique, les conditions de navigation restent imprévisibles, et même de plus en plus imprévisibles, encore une fois. La banquise qu'ils font, ça fait ce qu'on appelle les growlers. Les growlers, c'est un mot anglais. En français, on dit bourguignon. C'est souvent tout simplement des petits bouts de banquise qui se détachent et qui sont difficilement détectables. Vous avez tous vu Titanic? Vous voyez Titanic. Donc, les conséquences du changement climatique, c'est aussi plus de risques pour les sociétés. Des obstacles techniques, dont j'ai parlé, il faut un port, il faut un équipage. Des obstacles financiers, sans parler encore une fois. Je ne parle même pas des risques environnementaux. Bref, aujourd'hui, c'est vrai, encore une fois, qu'il y a de plus en plus de trafic en Arctique, mais ce n'est pas du trafic de containers. Ce ne sont pas des autoroutes maritimes, comme celles que vous connaissez, que vous avez dans tous vos cours sur la mondialisation depuis longtemps, qui passent par Suez, qui passent par Panama, avec toutes ces images de grands porte-conteneurs avec plein de containers. Tout simplement, ces routes aujourd'hui, elles ne sont pas encore compatibles avec la logique du flux tendu du commerce international. Quand l'armateur fait partir son conteneur, il veut que son conteneur arrive
30 jours, 40 jours après. Donc, c'est vrai qu'il y a du trafic. Oh, voilà. C'est vrai qu'il y a du trafic, mais c'est essentiellement ce qu'on appelle du trafic de destination. Tout simplement, je vous explique très rapidement ces deux images. Route maritime du Nord qui passe par la Russie, passage du Nord-Ouest qui passe par les États-Unis et le Canada. Donc en 2007, il y a eu seulement 9 transits par le passage du Nord-Ouest. Et vous voyez que ce nombre, à un moment, il a un peu augmenté, mais il reste très faible. En 2021, il n'y a que 5 navires qui ont fait le transit du passage du Nord-Ouest. Pour la route maritime du Nord, je vous l'ai dit, il y a plus d'infrastructures, c'est plus sécurisé, c'est plus libre de glace, c'est moins cher. Il y a davantage de transits, mais en 2021, on est seulement à 85 transits. Petit rappel, Malacca, c'est 76 000, Suez, plus de 16 000. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes ordres de grandeur. C'est pas encore, c'est pas demain la veille qu'il y aura l'article dans vos cas d'études sur la mondialisation. Vos cas d'études surtout, mais pas la mondialisation, en tout cas pas les routes maritimes. En revanche, ce qu'on observe, ça c'est en tonnage, je pense, sur la route maritime du Nord. Vous voyez que ce trafic de transit, il reste faible. En 2021, seulement 2000 tonnes. En revanche, le trafic total, c'est 34 000 tonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le trafic de transit, que les porte-conteneurs, c'est très très faible, mais que tous les petits navires qui transportent des ressources d'une communauté à l'autre, des navires de pêche, des navires de tourisme, ce qu'on appelle du trafic de destination, du cabotage, ce trafic-là, il augmente considérablement. Et c'est l'immense majorité de ce trafic maritime. Donc pour conclure, la route maritime du Nord et le passage du Nord-Ouest, ce sont deux situations extrêmement différentes, pas du tout comparables. Au nord de l'Europe, au nord de la Russie, ce trafic augmente de manière considérable, mais pas du tout grâce aux porte-conteneurs, qui continuent à préférer les routes de Suez et de Panama, mais grâce au trafic de destination, grâce au cabotage, grâce aux navires qui vont chercher du gaz, qui vont chercher du pétrole, qui vont chercher des poissons, et qui les ramènent à leur point d'ancrage, grâce aux touristes, grâce aux navires scientifiques, etc. J'en viens à mon troisième point, qui est pour moi la conséquence logique, qui est la question des conquêtes, et qui est encore une fois, je crois, au programme de terminale, notamment en AGGSP. Je vous le rappelle, si pour nous, on a l'impression que l'Arctique c'est un sujet à la mode depuis 15 ans, encore une fois, il y a toujours eu des habitants. La question, vous le savez, ça vous l'avez déjà découvert, c'est souvent les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et ces territoires, dans nos imaginaires à tous, je pense, ils sont situés dans une espèce d'imaginaire, encore une fois, non seulement de territoires vierges à explorer, mais aussi de conquête. Là, je vous ai mis la page, la couverture d'un roman de Jules Verne, Les aventures du capitaine Hatteras, qui s'appelle Les Anglais au pôle Nord, le désert de glace. Donc un roman d'aventure européen par essence, pour ceux qui n'ont jamais lu de Jules Verne. Et là, je vous ai mis un livre beaucoup plus récent, qui date de 2016, dirigé par le géographe et ambassadeur Michel Fouché, qui s'appelle L'Arctique, la nouvelle frontière. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en 150 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé, finalement. Il y a toujours cette même rhétorique de course vers le nord, de course aux ressources, d'exploration et d'exploitation de territoires inhabités, vierges. Si dans n'importe quel reportage télévisé vous entendez parler de l'Arctique, il y aura toujours un ours polaire, il n'y aura jamais des humains, alors que depuis le début, je vous dis qu'il y a 4 millions de personnes qui habitent. Et même sur ces deux couvertures, il n'y a jamais d'humains. Et cette rhétorique-là, elle est au service, c'est certain, d'imaginaires également géopolitiques, d'idées qu'il y aurait peut-être quelque chose à découvrir, à conquérir, à défricher, que ce serait peut-être les derniers territoires colonisés de la planète. Et ces images, y compris celles de Jules Verne qui commencent à dater un petit peu, de presque 200 ans, même presque plus de 100 ans, on va dire, elles rentrent en écho avec des images qui sont très récentes, que vous trouverez certainement dans les manuels, dans les médias, croisés si vous tapez article dans Google. La première, c'est celle-ci, qui était même à une leçon de concours pour moi, et après je l'ai vue dans plein de manuels. Vous voyez ce petit cartoon là, cette petite bande dessinée, où il y a la totale, il y a la banquise qui fond, le soleil, les ours polaires en train de dépérir, et là, des sous-marins qui plantent des drapeaux avec marqué « c'est à moi, Pacifique », etc. Et en fait, cette caricature-là, qui met en parallèle les conséquences du changement climatique et la voracité des nations, ça rentre en écho avec une autre image qui a été extrêmement médiatisée aussi en 2007. Là, je me rends compte
2007, qu'est-ce qui s'est passé? Un navire russe a planté un drapeau en titane sous le pôle Nord, enfin au niveau pardon, du pôle Nord, sous la banquise plutôt, à plus de 4000 mètres sous la banquise. Ça, c'est un exploit évidemment scientifique. Personne ne l'avait jamais fait, personne ne l'a refait. C'est un geste qui n'a aucune portée politique, mais bon, encore une fois, vous n'êtes pas des lapins d'hier, je ne sais plus ce que c'est l'expression, mais tout ça pour vous dire que vous savez très bien que les lapins de 6 semaines, c'est ça l'expression de la vanille. Bref, vous savez très bien que, évidemment, que les drapeaux ont des conséquences symboliques et géopolitiques extrêmement fortes, et quand on voit un geste comme ça, les personnes encore plus âgées que vous ne peuvent certainement pas s'empêcher de penser au planter, par exemple, du drapeau des États-Unis sur la Lune. Ça renvoie à ces images d'articles comme Dernière frontière. Ça s'est passé en 2007. Tout à l'heure, je vous parlais de l'étude américaine de 2008. C'est véritablement le tournant de l'Arctique comme grand enjeu international. La défense de la Russie, ça a été de dire mais c'est pas du tout un geste politique, c'est un sous-marin scientifique. Et en fait, le professeur qui menait cette expédition scientifique, il se trouve que c'est un député proche de Pluton. En sciences et politique, ça va souvent ensemble. Et enfin, je vous montre cette troisième image encore plus récente, ça date de 2020, qui montre toujours cette idée de rhétorique de l'Arctique, la guerre du pôle. Ça, c'est un documentaire que vous pouvez voir sur France Télévisions. Ils ont choisi ce thème, et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai été interviewée par la journaliste qui m'a contactée. On a fait 2h30 d'interview, elle était super, très forte. Donc 2h30 d'interview vraiment intense à Paris. Et après, elle m'envoie un mail, elle dit oui, le documentaire est sorti. Et moi, j'ai passé 2h30 à lui dire mais non, il n'y aura pas de guerre en Arctique et tout. Et donc, je vois son documentaire qui s'appelle La guerre du pôle, moi qui apparaît genre 3 secondes pour dire non, après je suis coupée. Et après, il y a des militaires russes, des militaires canadiens qui disent on entend déjà le bruit des bottes en Arctique. Bref, vous me direz, ça fait plus vendre pour les futurs journalistes entre vous la guerre du pôle que la guerre du pôle n'aura pas lieu, j'imagine. Bref, mais c'est toujours pour vous dire que ça, c'est quand même une rhétorique extrêmement présente. Dans les faits, qu'en est-il aujourd'hui? Il en est, il est vrai, qu'il y a un intérêt international. Si je dois vous parler de l'intérêt d'une nation, c'est évidemment l'intérêt de la Chine. Vous avez certainement entendu parler également, puisque si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez un peu à l'actualité, au projet des nouvelles routes de la soie de la Chine. Et dans ce projet des nouvelles routes de la soie, il y a également des routes de la soie polaires, qui relient Beijing à l'Europe, en passant par la route maritime du Nord que vous reconnaissez. Ce projet de route de la soie, il va aussi avec des investissements économiques monstrueux dans les infrastructures, c'est-à-dire les voies de chemin de fer, les mines, et ceci notamment en Russie, en Europe du Nord, au Groenland, en Islande. Vous voyez ici, j'aime bien la carte de la Chine, c'est toujours intéressant de voir comment les autres font des cartes. Vous qui êtes peut-être habitués, projection de Mercator à l'ancienne. Là, vous voyez une carte de la Chine. La Chine, évidemment, est au milieu, logique. Il n'y a plus de banquise, d'ailleurs. Là, vous voyez ces routes, et évidemment, ça fait sens. Ça fait tellement sens que la Chine a écrit dans sa politique arctique en 2019, où il y a un near Arctic state. Là, je vous laisserai traduire. Soit vous traduisez la Chine est un presque État arctique, ou alors la Chine est un proche État arctique. En fait, c'est un peu les deux. Aujourd'hui, qu'en est-il? L'Arctique, je ne vais pas revenir dessus, parce que le temps file déjà, c'est évident un point chaud de la guerre froide. C'est dans l'Arctique que le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest étaient le plus proches. Le détroit de Bering, ici, ça fait 80 km. C'était la frontière la plus proche entre l'URSS et les États-Unis, et c'était une frontière qui était également très proche dans les imaginaires. Là, je vous montre une capture d'écran du film Docteur Folamour de Stanley Kubrick, qui date de 1964, et que je vous conseille, qui est un classique du cinéma américain. Et bref, dans tout ce film qui est une sorte de fantasme peut-être sur une attaque venue de Russie, montée par un fameux Docteur Folamour, vous voyez ici la salle de crise du Pentagone, et en fait, vous voyez ici la Russie, l'Arctique, et tous les missiles qui partent de Sibérie. Autrement dit, cette menace, cette crainte de guerre froide venant de l'Arctique, elle est extrêmement réelle dans l'univers politique, géopolitique, mais également populaire, médiatique, d'à peu près tout le monde au XXe siècle, et dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, ça c'était la guerre froide. Qu'est-ce qui se passe dans les années 90? Il se passe que la Russie, à force de faire des essais nucléaires catastrophiques, notamment ici en mer de Barents, ça c'est la Sibérie, la Finlande, Suède, Norvège, elle se retrouve avec un environnement arctique qui est dans un état déplorable, très très dégradé, très très pollué, avec des problèmes de santé publique extrêmement graves.
vous voyez sur cette carte, qui est produite par un groupe de travail du Conseil de l'Arctique. Vous voyez ici les déchets liquides et solides, les déchets nucléaires qui jonchent ici cette île qu'on appelle l'île de la Nouvelle-Zélande. Et c'est en fait à l'initiative de l'URSS, à la fin des années 80, c'est le président Gorbatchev qui lance l'idée d'une organisation de coopération régionale qui s'appelle le Conseil de l'Arctique. Et là, je vous montre le Conseil de l'Arctique parce que c'est l'organisation régionale la plus aboutie, la plus centrale. Mais en fait, il y a des dizaines et des dizaines de forums, d'accords, de conseils à géométrie variable avec des acteurs différents en Arctique. Et comme c'est un peu dur de se parler entre URSS et États-Unis à la fin de la guerre froide, le plus petit dénominateur commun qui rassemble tous les acteurs de l'Arctique, c'est l'environnement. Et donc c'est autour de la protection de l'environnement que sont créés en 1996 le Conseil de l'Arctique et tout un tas d'autres initiatives, d'autres accords qui sont signés dans ces années-là. Si j'ai une seule chose à vous dire sur le Conseil de l'Arctique, c'est qu'il rassemble les 8 États que vous connaissez déjà, et quelque chose d'assez inouï à l'époque en relations internationales, il rassemble aussi 6 organisations autochtones qui ont un rôle assez inédit. Elles n'ont pas droit de vote, mais elles sont pleinement consultées. De fait, elles ont un droit de veto. Donc 6 organisations autochtones sont en fait souvent des organisations parapluies, c'est-à-dire que l'organisation rassemble plusieurs organisations. Donc il y a les Inuits, on a déjà parlé, qui sont essentiellement en Amérique du Nord, au Groenland, les Samis, en Europe du Nord, les peuples russes, qui sont les plus nombreux, etc. Les Inuits, on disait avant les Esquimaux, et les Samis, on disait avant les Lapons. Mais c'est des termes qui ont été donnés par les Européens, qui ont une connotation péjorative. Ça veut dire Guni, donc maintenant on dit Inuit et Samis, qui veut dire homme. Aujourd'hui, qu'en est-il? Après la guerre froide, après, on va dire, entre 1990 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé en Arctique? Il s'est passé déjà que cette rhétorique de la course à l'appropriation des espaces, dans les faits, elle n'est pas fondée. Depuis un an, il n'y a plus de litige, il n'y a plus de conflit pour les frontières terrestres en Arctique. Et le dernier qui a traîné pendant très très longtemps, c'était celui-ci, c'était l'île de Hans. Et l'île de Hans, c'est un espèce de petit caillou de 2 km² que se disputaient respectivement le Groenland et le Canada. Autant vous dire qu'il n'allait pas avoir de 3e guerre mondiale pour l'île de Hans. Et ce conflit a été résolu, on a joué la bonne humeur avec des bouteilles de schnapps, avec les chefs d'État respectifs, à l'été 2022. Donc depuis l'été 2022, plus de litiges terrestres. Et les litiges qui ont pu exister, par exemple entre la Norvège et la Russie, ils se sont aussi résolus de manière bilatérale. Il existe aujourd'hui quelques litiges sur l'extension des plateaux continentaux. Je ne vais pas m'étendre sur la question, je vais le dire. Et vous savez qu'en droit international, on a le droit à une zone économique exclusive dans laquelle on peut exploiter les ressources, qui va jusqu'à 200 000 marins du trait de côte, et on peut étendre jusqu'à 350 000 marins. Quand on fait ça, effectivement, le plateau continental du Groenland, du Canada, de la Russie se chevauche. C'est vrai. Mais de fait, ce règlement se fait dans le cadre du droit international, dans le cadre de l'ONU, sans heurts jusqu'à présent. Et de toute façon, on estime que 98% des ressources maritimes se trouvent à l'intérieur des ZEE, des zones économiques exclusives. 98% des ressources sont dans ces ZEE. Donc si on veut les étendre, c'est essentiellement pour des idées de prestige international. Et les enjeux économiques sont extrêmement faibles. Bon, et là vous allez me dire qu'il se passe quand même quelque chose depuis le 24 février 2022. Il se passe que la Russie a envahi l'Ukraine pour de bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi la solidité du cadre international, du Conseil de l'Arctique, et de tout ça dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, de sanctions contre sanctions, de gel des instances internationales. J'imagine que ce ne sera pas la super bonne ambiance à votre lune arctique, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que l'Arctique redevient plus que jamais une priorité de la part de tous les pays.
J'ai commencé par ça, je vous ai dit que pour la Russie, l'Arctique, c'est une priorité depuis toujours. Même davantage que les autres pays. Depuis Pierre le Grand, depuis le début du XXe siècle, la route maritime du Nord a été développée. Pourquoi? Parce que la Sibérie, c'est gigantesque. Et que jusqu'en... Il y a eu le Transsibérien en 1916, en Sibérie. Mais avant, il n'y avait rien. La Sibérie, c'est la... Enfin, je ne sais pas si la brousse, c'est une... Non, c'est une pierre. Bref, il n'y a rien. Donc, avant le Transsibérien, on faisait comment? On passait par la route maritime du Nord, puis par les grands fleuves pour atteindre le territoire. Ce territoire immense. Puis, il y a eu la guerre froide, où l'Arctique est devenu, je vous l'ai dit, une priorité pour les nations. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 en Russie? Une immense crise démocratique, économique, et autant vous dire qu'à Moscou, les présidents successifs avaient autre chose à faire que gérer l'Arctique, les Pingouins, tout ça. Donc, toutes les bases militaires ont été désaffectées, ou presque. Et c'est seulement depuis les années 2010-2020 que l'Arctique redevient une priorité de tous les côtés. Les bases militaires désinvesties sont réinvesties. On a eu en 2022, donc nouvelle doctrine russe, en 2021, nouvelle doctrine états-unienne, retrouver la domination de l'Arctique. Sachant que les États-Unis n'ont jamais vraiment dominé l'Arctique. Je vous ai dit, ils ont acheté l'Alaska à la Russie en 1867, je crois. Donc c'est une nation arctique récente. Et encore une fois, l'Alaska, c'est très loin de Washington. Et tous les États se défendent en disant « Mais non, on n'a pas du tout des ambitions stratégiques, on ne va pas du tout balancer des missiles depuis l'Arctique, on défend juste nos priorités économiques. » La Russie estime qu'il y a à peu près 20% de son PIB qui se trouve au-delà du cercle polaire. C'est immense. Des ressources de gaz, des ressources de pétrole, de gaz surtout, de minerais, sans compter le bois, sans compter la pêche, etc. Donc tous ces États ont beau dire non, on renforce essentiellement, on protège nos intérêts économiques, les capacités militaires se renforcent. Et là je vous montre une photographie d'entraînement de l'OTAN en Norvège, donc à la frontière russe. Quand de son côté la Russie participe également à des entraînements militaires. Sans compter que depuis 2022, toutes ces instances de coopération, toutes ces instances multilatérales qui fleurissaient en Arctique, qui ont vu plein de chercheurs en géopolitique s'émerveiller devant ces instances inclusives des populations qui marchaient en dépit de tout, et depuis 2022, c'est à l'arrêt. Quelques jours après le 24 février 2022, après l'invasion de l'Ukraine, les 7 autres membres du Conseil de l'Arctique ont décidé de geler les instances de coopération. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est les travaux scientifiques qui sont en fait l'immense majorité du travail diplomatique réalisé qui continue. Donc les chercheurs norvégiens, canadiens, français, suédois continuent à se voir, chinois, y compris des membres observateurs du Conseil de l'Arctique, mais il n'y a plus de chercheurs affiliés à l'université russe. Voilà, ça c'est une photographie de l'exercice Call Response en août dernier que je vous montrais, avec 30 000 secondes. Bon, voilà où on en est. Et j'en viens pas à la sanctuarisation parce que c'est le cadet de nos soucis, mais bien justement parce qu'il me semble qu'il fallait avoir toutes les pièces du puzzle en tête pour pouvoir maintenant parler de ce débat qui va vous intéresser. Si j'en reviens à ce que je disais au début, sur la différence fondamentale entre l'Antarctique et l'Arctique. Cette question d'environnement, on l'entend beaucoup, mais en tout cas dans le vocabulaire géographique, l'environnement, c'est l'environnement des sociétés. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les collègues de sciences élémentaires, de physique, de chimie, mais en géographie, c'est l'homme, l'être humain, qui est au centre de l'étude du monde. Donc, en géographie, quand on parle de l'environnement, c'est pas la nature avec des guillemets, on peut un peu l'idéaliser. C'est l'environnement, c'est en fait tout ce qui est cette nature-là, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'être humain et vous-même. Quand vous regardez la définition dans les dictionnaires de géographie, l'être humain est au cœur de l'environnement. Ça, c'est important à savoir. Et on va y revenir. Ce qui est certain, c'est que l'Arctique, c'est une région qui est très peu protégée. Son environnement est relativement peu protégé.
il y a eu quelques initiatives. Il y a eu par exemple en 1973, en pleine guerre froide, un accord pour protéger les ours polaires, qui tuaient 100 ours polaires. Bref, il y a eu un accord compris entre les États-Unis et l'URSS pour protéger les ours polaires. Mais en fait, ce sont des petites initiatives sectorielles. On va protéger les ours polaires, on va protéger telle espèce. Mais il n'y a aucun régime global, contrairement au pôle Sud. Je vais commencer par ça, le pôle Sud, il est protégé de manière extraordinaire. Mais je vous rappelle que c'est aussi lié au fait qu'il y a extraordinairement personne. Ah oui, et accessoirement, on aurait pu commencer par ça. En Antarctique, il y a environ, en moyenne, 3000 mètres de glace entre la surface et le sol. On ne sait même pas si. Il y a certainement beaucoup de ressources, mais on ne sait pas exactement. Donc, des petites initiatives sectorielles. Qu'en est-il de la protection de l'environnement? Si vous êtes une ONG, si vous êtes la Russie ou les États-Unis au Une, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a eu des batailles, y compris au sein d'organes des Nations Unies. Et là, je parle par exemple de l'OMI, donc l'Organisation Maritime Internationale. Il y a une bataille qui est encore en cours sur l'interdiction du fioul lourd. J'ai mis fuel, mais en français on dit fioul. Du fioul lourd, qui est le carburant de certains navires. Il y a eu une grande bataille. La Russie, la Norvège, le Canada s'opposaient à cette interdiction. Il y a eu un grand lobbying d'ONG, comme HFO Free Arctic. Et il y a eu finalement un accord très récent, qui date de 2019, il me semble. Non pas cette fois-ci pour l'interdiction du fioul lourd, mais pour l'interdiction de la pêche. Et 5 États riverains, plus 5 nations de pêche, ont décidé d'un moratoire de 16 ans, c'est-à-dire pendant 16 ans, à partir de 2019, on va interdire la pêche dans l'océan Arctique central. L'océan Arctique central, c'est la partie de l'océan qui n'est pas sous souveraineté des États. Il n'y a pas de... qui est au-delà des zones économiques exclusives. Bon, ça veut dire, si on est optimiste, qu'il y a presque 3 millions de kilomètres carrés d'océan Arctique qui est protégé de la pêche commerciale. Si vous êtes pessimiste, vous vous rappelez de mes cartes du début, vous dites, mais en fait, il y a la banquise là. Oui. Donc c'est une zone de pêche qui est protégée, alors même qu'aujourd'hui, il y a la banquise. Donc ça dépend toujours. Si vous êtes optimiste ou pessimiste en termes de droit international, si vous vous félicitez de cette avancée, ou si vous êtes pessimiste et vous dites qu'en fait, cette zone protégée, de toute façon, on ne peut rien y pêcher parce qu'elle est sous la banquise. Il n'y a pas encore d'espèces commercialement pêchables. N'empêche, c'est le premier accord multilatéral juridiquement contraignant. Donc sur l'interdiction des carburants très très polluants, sur l'interdiction de la pêche centrale, dans l'océan Arctique central, il y a actuellement des avancées qui se font. Mais en général, et c'est ça encore une fois ce que j'essaie de vous dire sur la différence entre Arctique et Antarctique, ces territoires arctiques dont on parle depuis le début, ils sont sous souveraineté des États. Ils ont des présidents de la République, ils ont des parlements, il y a des gens qui votent pour les présidents, c'est plus ou moins des démocraties. Donc en fait, c'est les États qui doivent décider pour leur propre territoire. Vouloir reprocher, en tant que Madagascar, je ne pense pas que Madagascar ferait ça, mais une nation un peu plus donneuse de leçons, la France par exemple, vouloir en tant que France dire à la Russie ou à la Norvège, c'est pas bien ce que tu fais, exploiter du gaz ou du pétrole en Arctique, ça a aussi peu de sens que si la Russie venait dire aux nations européennes, c'est pas bien de faire de la pêche en Méditerranée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce sont essentiellement des questions de politique interne. Donc si vous êtes les États-Unis à votre mine, réfléchissez si vous êtes les États-Unis de Trump ou de Biden. Si vous êtes la Russie, bon, ça ira plus vite. Là, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple d'Alaska. Je touche. En Alaska, il y a la plus grande zone protégée des États-Unis d'Amérique. Ça s'appelle l'Arctic National Wildlife Refuge, dans laquelle vivent des populations notamment autochtones. Donald Trump avait autorisé des forages dans cette zone protégée juste avant l'élection de Biden. Et la première chose qu'a fait Biden, je crois que c'est le lendemain de son élection, c'est de signer l'interdiction des forages. Bon, et là, en avril, je crois qu'il a réautorisé les forages, une fois qu'il était bien élu. Bref, pour vous dire que c'est essentiellement des questions de politique interne. D'après moi, c'est Biden qui a fait ça pour embêter Trump et envoyer un signal très fort aussi aux ses électeurs. Et quelques mois après, quelques années après, Biden est revenu sur ça. Et là, je crois qu'il est revenu. Donc il a autorisé quelques forages, mais pas tous. Ça, malheureusement, le Conseil de l'Arctique, qui en plus, je vous l'ai dit, est gelé, ne sert pas à grand-chose. Les ONG peuvent faire un travail de lobbying, on va le voir.
mais ce sont essentiellement des questions de politique interne. Là, je prends un deuxième exemple que j'aime bien, qui me semble particulièrement représentatif. C'est le lobbying d'une ONG qui est en plus très connue en Arctique, peut-être que certains d'entre vous seront amenés à l'incarner, qui s'appelle Greenpeace. Et Greenpeace, dans les années 2007-2008, en même temps que ce fameux emballement depuis que je vous parle, a lancé une grande campagne, c'était Save the Arctic. Et dans cette grande campagne Save the Arctic, il y avait notamment une campagne ciblée contre la compagnie pétrolière, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Shell. Et c'est très intéressant, c'est pas là où je vais vous faire un cours de communication, plus j'y connais rien, mais c'est toujours très intéressant d'observer comment les ONG s'y prennent dans ce genre de campagne. Et là, notamment, elles avaient particulièrement ciblé l'entreprise Lego, puisque vous pouviez, à l'époque, acheter un Lego avec la petite station Shell, avec le petit chapeau Shell. Une station-service, je présente donc ça. Bref. Et donc, Greenpeace avait lancé toute une campagne contre Lego pour faire retirer de tous les magasins ces stations-service Shell. Bon, déjà, vous voyez qu'en termes de manichéisme, ils ne sont pas allés de main morte. Bon, là, typiquement, je pense que c'était très méchant. Là, je crois que c'était très gentil. Et je vais vous montrer le clip vidéo qui est aussi assez parlant. Cette campagne, elle était extrêmement médiatisée. Là, je pense que vous êtes tellement jeune que vous ne savez même pas qui c'est, mais c'est pas grave. Bon, ça va. Je pense qu'il a votre grand-père. Bref, George Clooney, tout un tas d'autres personnalités très connues, très médiatiques, ont arraché leur chemise là comme des Superman avec marqué Save the Arctic. C'est allé jusqu'à Ban Ki-moon, qui à l'époque était le secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est parti du niveau des ONG et c'est remonté jusqu'à Ban Ki-moon. Je vais vous montrer ce clip. Il me semble assez intéressant. Ça, c'est très intéressant pour vous montrer que déjà Greenpeace sont quand même très forts, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que cette vidéo elle a fait 9 millions de vues, qu'il y a eu à peu près autant de signatures, comme je vous l'ai dit, que c'est remonté jusqu'à des personnalités très médiatiques et très charismatiques, et je vous ai pas mis la photo de Greenpeace qui serre la main à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et évidemment, vous doutez bien que les Lego, ils ont fini par renoncer à leur station-service Shell. Ça, c'est pour vous montrer l'action d'une ONG comme Greenpeace en Arctique. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe de la part des populations de l'Arctique dans un autre cas qui faisait aussi partie de cette campagne, c'est-à-dire que Save the Arctic, il y avait plein de mini-campagnes, il y avait la campagne contre Shell, et donc la sous-campagne contre la publicité que Lego faisait à Shell. Et il y a une autre part de cette campagne aussi qui a été très médiatisée dans le monde, qui était Greenpeace se battait pour l'interdiction de la chasse des phoques, l'interdiction de la vente des peaux de phoques. Voilà comment ça s'est passé. C'est une campagne, encore une fois, très médiatique, qui a été portée dans le monde entier, même en Europe, par des vedettes comme Brigitte Bardot, par exemple. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette réception a été beaucoup plus mitigée, cette fois-ci, du côté des populations autochtones. Là, je vous montre un extrait, une photo issue d'un article de presse
Et en fait, c'est une manifestation anti-Greenpeace à Nuuk, qui est la capitale du Groenland. Vous voyez que les gens ne sont pas très contents contre Greenpeace. D'où ça part cette idée? Ça part encore une fois du fait que Greenpeace a été extrêmement efficace, avec une campagne de communication et de lobbying extrêmement puissante, qui a abouti en 2010 par l'interdiction par la Commission européenne de l'importation des produits à base de phoque. Donc en 2010, la Commission européenne a dit qu'il était à présent interdit d'importer au sein du territoire de l'Union européenne des peaux de phoque ou des produits dérivés X ou Y. À partir de là, donc Greenpeace était très loin. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que ces populations, notamment inuites, ont mis en avant, au contraire, tout un discours visant à montrer que, aujourd'hui encore, compris en 2010, y compris en 2023, la chasse du phoque, qui était une activité traditionnelle, reste au centre de l'activité économique et commerciale des populations autochtones. Et le discours à l'inverse qui a été lancé par ces populations locales, c'est de dire, écoutez, on a été colonisé une fois que vous avez expliqué qu'il fallait entrer dans la mondialisation, dans le monde moderne. Maintenant, c'est ce qu'on vit comme une deuxième colonisation, ce qui a été appelé par certains chercheurs un éco-colonialisme, c'est-à-dire l'idée d'imposer de la part de militants européens un certain nombre de visions du monde qui serait par exemple que tuer des bébés phoques. C'est terrible, alors que ça fait partie intégrante du mode de vie traditionnel et de l'économie surtout de ces populations locales. Bref, il y a eu une bataille juridique, un très fort lobbying, peut-être une instrumentalisation réciproque. Si je vous donne un seul exemple, les Inuits ont fait pression sur le gouvernement canadien et le Canada a, après évidemment des siècles de colonisation et de violences plus horribles envers ces populations autochtones, le Canada a fait la figure du grand frère qui protège les Inuits et a bloqué la candidature de Greenpeace comme de l'Union européenne au sein du Conseil de l'Arctique, par exemple. Bref, tout ce débat a fini par servir les Inuits qui ont obtenu gain de cause. La Commission européenne est revenue sur sa décision. C'est toujours interdit d'importer des produits à base de phoque, sauf s'ils ont été chassés par des populations autochtones. Et Greenpeace a publié un communiqué sur sa page, que je vous mets ici, des excuses, des plates d'excuses, que je mets en parallèle avec cet ouvrage récent et cette notion qui devient la mode, qui est celle peut-être de l'éco-colonialisme, du colonialisme vert. En gros, qui êtes-vous pour décider qu'il ne faut pas pêcher du phoque? Qui doit décider pour l'Arctique, finalement? C'est peut-être ça la question qui vous intéresse. Là, je vous mets deux captures d'écran. Facebook, d'une jeune femme qui s'appelle Megan, que j'avais rencontrée à Iqaluit, au Nunavut, donc tout au nord, tout à l'est du Canada. Et donc je l'avais comme amie sur Facebook, et donc j'ai mis des captures d'écran parce que c'était assez incroyable. Là, c'est une parka, un anorak, pardon, comme ça qu'on dit en inuit, fait en phoque, c'est elle-même qui l'a chassé, qui l'a cousu. Je trouve que c'est pas mal. Et ça, c'est drôle parce que c'est, si vous voulez, c'est complètement anti-politiquement correct. Enfin, si vous voyez mon fil Facebook à moi, il y a plutôt des trucs de bobo, quoi. Bon, bref, là, il y a Megan qui surgit avec son immense bulle et son immense, je sais pas ce que c'est comme fusil. Mais c'est assez incroyable, ça contraste assez, effectivement, avec ce qu'on peut avoir peut-être dans nos milieux, dans nos modes de vie, dans nos visions de l'Arctique. Voilà, j'adore les commentaires en plus, je sais pas si vous voyez. Il y a marqué là, just shown your uncle, Johnny, he said big shots, not too big, not too small. C'est trop drôle, je trouve. Bref, voilà. C'est juste pour montrer qu'il y a des gens qui font autrement, qui pensent autrement, y compris en 2023 où justement, je pense que Megan, elle a tous les réseaux sociaux. Mais elle a aussi un mode de vie traditionnel. Le week-end, je sais pas, elle va pas faire du paddle, elle va faire, je vais chasser des phoques et des trucs comme ça. Je vous donne un autre exemple, très rapide, vraiment très rapide. C'est une mine au Nunavut, on est toujours au Nunavut, une mine de fer dans une ville, une communauté qui s'appelle Marie River, qui a été acceptée par les Inuits, à condition qu'il y ait des retombées concrètes pour les populations locales et un impact mesuré sur l'environnement. Et tout à l'heure, au moment de préparer le PowerPoint, j'ai tapé Marie River Iron Mine, et c'est marrant parce que en fait, la première requête, enfin la première suggestion Google, c'est jobs. Donc ça montre bien, je pense, ce que les gens cherchent quand ils tapent sur Google. En guise de conclusion, pourquoi le traité sur l'Arctique n'aura pas lieu?
Ça c'est sûr, comment dire, c'est pas mon opinion, c'est une certitude qui résume tout ce que je vous ai dit. Des gens s'y sont déjà essayés. Si vous êtes la Commission européenne, si vous êtes peut-être un État européen, peut-être que vous pourrez proposer un traité arctique. De fait, la France l'a fait en 2007-2008, par la voix du premier ambassadeur des pôles, qui avait été nommé par le président Sarkozy, qui s'appelait Michel Rocard. Une personnalité, un ancien Premier ministre français, une personnalité médiatique, qui par ailleurs avait participé au protocole de Madrid. Michel Rocard, il était dans l'affaire du protocole de Madrid. Donc c'est probable que dans son logiciel de pensée, Antarctique, Arctique, même combat. Donc, la France a fait du lobbying et la Commission européenne ensuite a proposé un traité arctique. Autant vous dire qu'elle s'est faite vraiment jeter par les 5 États riverains de l'océan Arctique. C'est-à-dire Canada, États-Unis, Russie, Norvège, Danemark grâce au Groenland. Un immense tollé, une immense colère diplomatique et encore une fois un boycott de l'Union européenne. En 2023, l'Union européenne n'a toujours pas de siège au Conseil de l'Arctique parce que le Canada pour le phoque, la Russie pour que vous imaginez, bref, les États riverains boudent l'Union européenne pour ce genre de position. Il y a eu une réunion à Ilulissat, c'est au Groenland, en 2008, entre les 5 États arctiques qui ont annoncé ça. Les 5 États arctiques disent qu'ils sont dans la seule et unique position pour s'occuper, en gros, de leurs affaires. D'accord ? Ça veut dire ça, pour le traduire en vite fait. Ils rappellent le droit, finalement, des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une vieille idée qu'ils mettent en perspective. Ils mettent peut-être l'Union européenne face à ces contradictions sur ce sujet. Ils disent, en fait, il y a un truc qui s'appelle le droit international. Qui fait que, heureusement ou malheureusement, on ne peut pas ingérer comme ça dans les affaires des autres. Et je vous montre ces 2 images. Ça, c'est Mourmansk, la plus grande ville arctique, en Russie, qui a été créée ex nihilo en 1917 pour le pouvoir soviétique. Bref, Mourmansk aujourd'hui a 300 000 habitants. Et ça, ce que vous voyez, c'est une image satellite que j'aime bien de la base antarctique de Concordia. Donc ça, c'est l'Antarctique, ça, c'est l'Arctique. La base arctique de Concordia, c'est une base franco-italienne. Il y a 12 personnes en hiver et 70 en été. Ils font des recherches scientifiques à moins 50. Après, ils rentrent chez eux en Europe, ou en Amérique ou ailleurs. Donc, si je voulais essayer de trouver une sorte de synthèse, de conclusion qui me semble pertinente, un peu en forme de point d'interrogation, c'est cette question-là. C'est-à-dire quand, en marge de cette réunion du Conseil de l'Arctique, ces militants de Greenpeace, qui pourraient peut-être être vous et moi, des jeunes personnes éduquées, qui trient leurs déchets, qui ferment l'eau sous la douche, qui tiennent des grandes pancartes à destination des membres du Conseil de l'Arctique, donc Russie, États-Unis, en disant « impliquer les gens ». La question c'est en fait de qui on parle quand on parle d'impliquer les gens. Selon que vous incarnez la Russie, selon que vous incarnez Greenpeace, selon que vous incarnez les Inuits, vous avez bien compris de quels gens on parle. En fait c'est ça le problème depuis le début. C'est-à-dire quand on parle de sauver l'Arctique, déjà de quel Arctique on parle? Est-ce qu'on parle de la mer, de l'océan Arctique central? Est-ce qu'on parle des territoires? Et enfin, de qui il faut sauver l'Arctique? Je vous rappelle qu'il y a des gens comme vous et moi qui prennent leur voiture pour aller au travail. Il y en a d'autres qui chassent le phoque le week-end. En fait, de qui on parle? Et surtout, de quoi faut-il sauver l'Arctique? Est-ce qu'on sauve l'Arctique de Shell? Est-ce qu'on sauve l'Arctique de la chasse aux phoques? Est-ce qu'on sauve l'Arctique du réchauffement climatique? Si on part du principe, encore une fois, l'environnement, c'est pas juste la banquise et les ours polaires, mais que les humains aussi font partie de l'environnement. Donc, ma conclusion, ça serait celle-ci. Encore une fois, moi, j'ai pas de jugement de valeur ou d'opinion à vous porter. C'est des vraies questions qui sont, je pense, celles que beaucoup de gens se posent en Arctique. Quand les militants de Greenpeace demandent qu'on les implique, ou qu'on implique les gens, ils disent pas il faut les impliquer eux, ils disent impliquer les gens. La question, pour moi, centrale, c'est la suivante. Qui est-ce qui doit décider pour les territoires arctiques, à la fois dans un contexte de changement climatique et d'intérêt croissant international pour ces territoires? Ça, c'est une petite image de l'ONU faite par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, que vous connaissez certainement, qui a mis à la mode en 1994 cette idée de sécurité humaine, qui me semble essentielle en Arctique. Je ne peux pas vous dire s'il y aura une guerre de l'Arctique ou pas l'année prochaine, je pense plutôt que non, vu mes recherches, mais peut-être que la dimension de sécurité humaine, finalement, elle est au centre. La sécurité humaine, pour l'ONU, c'est à la fois la sécurité économique, pour être capable de vivre
correctement. La sécurité politique, vivre dans un plus ou moins en démocratie, j'imagine. La sécurité alimentaire, la sécurité environnementale, la sécurité en termes de personnes, de sécurité, de sa communauté et la santé. Et peut-être que c'est ça qui doit mener, en tout cas c'est ça plutôt la vision des Nations Unies, et peut-être que ça c'est une notion importante à avoir selon qui vous défendez. Voilà, c'était ma conclusion. Je vous remercie de votre attention.